Bonjour à tous, nous avons ici un DS assez classique où nous allons retrouver une analyse financière, des budgets de trésorerie, une analyse de la bourse et d'un emprunt obligataire. Alors l'analyse financière, bien que classique, on n'aura pas les tableaux de flux de trésorerie comme généralement nous avons à l'examen. Il s'agit de la société Plastacier. Vous avez ici différentes informations que nous allons utiliser pour réaliser le bilan financier. Voilà, des questions assez classiques, un bilan financier, calculer l'équilibre financier, des ratios, le fameux ratio de rentabilité financière qui revient très régulièrement, et ensuite une analyse financière qui vous est demandée. Alors prenez beaucoup de soin pour rédiger cette analyse financière, tout simplement parce que logiquement cette année, il y aura environ la moitié des points qui porteront plus sur l'analyse, sur votre compréhension des problèmes, que vraiment sur des calculs. Alors, je vais commencer par corriger le bilan financier. Tout d'abord, l'actif et l'actif net comptable corrigé supérieur à 1 an. Alors, le fonds de commerce, à la page 2, il était indiqué qu'il avait une valeur estimée à 200 000 euros et qu'il n'était pas considéré comme une non-valeur. Moi, dans mon bilan, il est à 100 000 euros, donc je vais constater une plus-value de 100 sur le fonds de commerce. Voilà, si je constate une plus-value à l'actif, forcément, dans les éléments du passif, ici, plus-value sur immobilisation, je vais également rajouter 100. Alors, vous avez 116, tout simplement parce qu'il y a une autre immobilisation qui est dans notre comptabilité pour 80 000, et en fait, elle vaut 96 000. Donc, la valeur de marché étant supérieure, je constate une nouvelle fois une plus-value à l'actif de 16 000, mais également au passif, je rajoute 16 000, ce qui nous fait les 100 000 du fonds de commerce plus les 16 000 de cette immobilisation, ça nous fait 116 000. Ensuite, pour les IMO incorporels, toujours en valeur nette, n'oubliez pas, un bilan financier se réalise en valeur nette. On a des frais d'établissement. Les frais d'établissement sont considérés comme des non-valeurs, donc je les retire ici à l'actif, mais je vais aussi les retirer au passif. Voilà, ici nous avions 101 000 euros. Ces 101 000 euros au départ correspondent en fait au total des IMO incorporels, donc incluant les frais d'établissement. Notez bien que moi je ne prendrai uniquement que le fonds de commerce. Ensuite, pour le total des IMO corporels, j'ai pris le total net, auquel je rajoute la plus-value sur la machine. Je rajoute mon stock outil. C'était marqué qu'il y avait un stock permanent de matières premières. Donc, j'ai retiré mon stock outil ici dans l'actif à moins d'1 an pour venir le rajouter dans l'actif supérieur à 1 an. Vu qu'il est permanent, il va constamment se renouveler, donc supérieur à 1 an. Vous allez ensuite retrouver dans l'état des créances, c'est-à-dire l'annexe 3, les clients douteux et les créances clients. Vous voyez, il y a 34 000 de clients douteux qui sont à plus d'1 an et des créances clients de 400 000. Comme ces créances seront réglées tardivement, il faut prendre ce détail en considération et venir les placer dans l'actif supérieur à 1 an. Alors, attention toutefois, les clients sont enregistrés ici en valeur brute. Or, nous, dans un bilan financier, nous devons les inscrire pour leur valeur nette. Donc, je vais regarder s'il n'y a pas eu de dépréciation de constater. Je regarde à mon bilan et je vois en fait qu'ici, il y avait 21 000 de dépréciation. Alors, forcément, les dépréciations concernent des clients douteux qui sont d'ailleurs supérieurs à 1 an. Donc, je vais venir retirer ces 21 000. Vous retrouvez ensuite dans le bilan financier les IMO financières en valeur nette. Il n'y a aucune difficulté. Ce n'est pas indiqué que les prêts ont une échéance inférieure à 1 an, donc je laisse tout dans le long terme. J'ai par conséquent additionné 5 300 et 26 000. Je m'intéresse maintenant à l'actif à moins d'1 an. Donc le stock, c'est l'addition des deux stocks qui sont au bilan moins les 20 000 de stock outils, donc de stock permanent. Au niveau des créances, vous voyez, juste en dessous, je vais vraiment faire une séparation entre ce que j'appelle les valeurs réalisables et les valeurs disponibles. Valeurs réalisables, c'est-à-dire les montants, enfin l'argent que je pourrais avoir rapidement, et valeurs disponibles, l'argent que j'ai déjà. Donc, dans les valeurs réalisables, on a les créances clients de court terme. Donc, je reprends simplement mon annexe 3 et je vois que j'ai 1088 à moins d'1 an. Ensuite, toujours sur l'annexe 3, vous avez le personnel, vous avez la sécurité sociale,
la TVA et les autres impôts. J'additionne ces montants et je vais retrouver le montant de mes autres créances. Donc si je regarde l'annexe 3 rapidement, l'annexe 3, donc tout ce que je vous dis c'est ici. Donc les 1088 et les 35 000, c'est l'addition de ces trois montants. Ensuite, on nous dit que nous avons des VMP pour un montant de 4600, je crois. Donc 4600, ce montant-là, je vais le mettre dans l'actif réalisable et pas dans l'actif disponible, car c'est marqué que ce n'est pas réalisable à court terme. Il me reste enfin les charges constatées d'avance qui sont ici d'un montant de 33 400. Et dans l'énoncé, je me souviens avoir vu quelque chose par rapport à ça. Dans l'énoncé, c'est marqué que les charges constatées d'avance concernent les créances clients. Toutefois, 60% de ces dernières peuvent être considérées comme fictives. Donc en fait, vraiment, pour les créances clients, il n'y aura que 40% de ce montant-là que je vais venir placer, soit 13 360. Donc, comme je retire, enfin, comme l'actif n'est pas totalement rempli avec les 33 000 que j'ai placés, 33 400, ça veut dire que l'actif va être diminué. Donc, forcément, le passif va également diminuer pour les 60%. C'est pour ça que vous allez retrouver au passif, corriger, vous allez retrouver au passif, voilà, ici, charges constatées d'avance fictives, 20 040, c'est-à-dire nos fameux 33 400 multipliés par 60 divisé par 100. Donc à l'actif, j'aurais dû marquer ici 33 400, je ne l'ai pas fait. J'ai préféré marquer seulement 13 360 parce que le reste c'est du fictif. Donc comme l'actif va diminuer, je diminue de la même somme le passif, donc 20 040. Concernant les capitaux permanents, je vais commencer par mes capitaux propres et assimilés. Donc, je prends le total des capitaux propres. Nous avons ici 319 850. Dans ce montant, nous allons retirer les dividendes à distribuer. Alors, dans l'énoncé à la page 2, c'était marqué que le bénéfice de l'exercice 2019 sera mis en réserve à hauteur de 18 800 et le reste sera distribué. Ce qui veut dire qu'en fait, qu'il y avait 2000 à retirer. Ensuite, nous allons retirer forcément les frais d'établissement, les charges constatées d'avance et la plus-value que nous allons rajouter sur les immobilisations de 116 000. Intéressons-nous maintenant aux dettes financières supérieures à un an. Alors logiquement, il y a les emprunts. Après, vous voyez, j'ai marqué dette non financière directement, tout simplement parce que c'est pas vraiment de dette financière. J'aurais très bien pu les placer dans les capitaux propres et assimilés. Ça n'aurait pas été faux d'ailleurs. Donc moi, je les ai placés là, ça ne change pas grand-chose, puisque nous, ce que nous recherchons surtout, c'est le montant des capitaux permanents. Alors ces dettes non financières représentent 30 200. En fait, ce sont les provisions pour charge. À la page 2 de l'énoncé, c'est bien marqué qu'elle concerne un entretien sur une machine qui sera effectué en 2021. Donc dans du long terme, c'est pour ça que je les ai placés dans le long terme. Au niveau des dettes, donc à long terme, vous avez 310 000 et à court terme, vous allez avoir 136 000. C'est ce que nous allons retrouver dans notre corrigé. Voilà, donc vous retrouvez bien les dettes à long terme 310 000, les dettes à court terme pour 136 000. Voilà, alors ensuite, vous voyez dans le montant des dettes au bilan, au passif, nous avons 421 000 et 834 000. Ces deux montants-là, nous pouvons facilement les retrouver. Si je regarde mon annexe 3, vous allez retrouver donc mes 421 000 sans problème. Ensuite, pour l'autre montant, il suffit d'additionner le personnel, plus la sécurité sociale, plus la TVA, plus les obligations cautionnées, plus les autres impôts. Il ne faut surtout pas prendre les 51 000 car ils s'additionnent avec les 322 000 et les 21 000 pour donner dans le bilan au passif le montant des autres dettes qui est de 400 000 euros. Donc les autres dettes sont de 57 000 plus 322 000 plus 21 000. Voilà, je les retrouve facilement. Voilà, ce qui nous donne 400 000 euros. Enfin, concernant mes dettes diverses, c'est l'addition de mes impôts sur les bénéfices, de mes dettes sur IMO mais il n'y en a pas, de mon compte groupe et associé et des autres dettes.
Ensuite, les concours bancaires courants, forcément, c'est du négatif, hein, c'est de la trésorerie passive, donc je mets en bas du bilan. C'est vraiment hyper liquide, c'est un découvert que j'ai eu à ma banque. Et il me reste aussi les dividendes de 2000 que je descends. À la base, ils étaient dans les capitaux propres, mais comme je vais devoir les verser rapidement à mes actionnaires, je les mets à moins d'un an. On vous demande ensuite à la question 2 de calculer l'équilibre financier, c'est-à-dire les capitaux permanents, donc du long terme, moins l'actif immobilisé à plus d'un an. Nous allons trouver un montant négatif de moins 473 640. C'est vraiment pas bon. En fait, il n'y a pas assez de capitaux permanents pour financer l'actif net comptable corrigé de l'entreprise. Donc l'entreprise se porte déjà très mal à ce niveau. On nous demande ensuite de calculer le ratio de liquidité de l'actif. Alors savoir si l'actif est liquide ou pas. Donc ce qui est liquide en fait, c'est le bas de l'actif, c'est-à-dire tout ce qui est à moins d'un an. Donc n'oubliez pas, si jamais le jour de l'examen vous avez oublié la formule des ratios, vous réfléchissez un petit peu, vous dites je vais savoir si l'actif est liquide. Ce qui est liquide, c'est ce que je peux avoir rapidement, donc c'est le bas du bilan. Le total de l'actif à moins d'un an nous donnait 1 332 960 sur le total du bilan, donc 2 559 610. On obtient 0,52, soit environ 50%. Alors, ce n'est pas vraiment mauvais. Disons qu'on a 50% de la valeur de l'entreprise qui peut être rapidement obtenue sous forme de liquidité, c'est-à-dire tout ce qui est à court terme, que ce soit les stocks, que ce soit les créances clients ou même les disponibilités. Après, il faudrait comparer ça avec le secteur. Le ratio suivant à calculer concernait l'autonomie financière. Si le jour de l'examen, vous avez un oubli, vous ne connaissez plus la formule de ce ratio, essayez un petit peu de réfléchir et de vous dire, voilà, l'autonomie financière, c'est quoi? Est-ce que je peux me financer tout seul pour être autonome? C'est-à-dire savoir si j'ai beaucoup recours au financement externe, que ce soit bancaire, que ce soit par des crédits fournisseurs. Donc, il suffit simplement de comparer le montant de mes capitaux propres avec l'ensemble du passif. Alors, plus ce ratio d'autonomie financière sera élevé, plus cela voudra dire que l'entreprise se finance majoritairement par ses actionnaires, par ses apporteurs de fonds. Plus ce ratio sera faible, plus cela voudra dire qu'elle a beaucoup recours à des financements externes. Donc la formule, hein, c'est bien les capitaux propres divisé par soit le total de l'actif ou le total du passif, c'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça que dans la formule, je vous ai marqué le total du bilan. L'idéal serait de trouver un ratio supérieur à 20%. Donc on avait 412 810 de capitaux propres sur le total du bilan, ce qui fait 16%. Ça veut dire que l'entreprise se finance à 16% grâce à son propre argent, l'argent des actionnaires et les montants laissés en réserve. Vous voyez, on a un montant qui est inférieur à 20%, ce qui est franchement faible. Imaginez d'avoir un banquier lui demander d'avoir un emprunt en lui disant que vous ne financez que votre activité qu'à hauteur de 16%. Il va vite comprendre que c'est lui qui prend les risques puisque c'est lui qui finance l'activité de votre entreprise et que si cela se retourne, tous les risques, ce sera lui qui les aura pris. Je me suis également permis de calculer le gearing, c'est-à-dire le ratio d'endettement financier. Moi, j'ai pris le ratio d'endettement financier brut, c'est-à-dire les emprunts plus le découvert bancaire, le concours bancaire. Si j'avais voulu prendre le net, il aurait fallu que je retire les 3000 de trésorerie de l'actif. Donc là, je me suis basé sur le brut. Vous pouvez prendre le net, c'est la même chose. Donc, divisé par les capitaux propres, cela nous donne un gearing de 1,11. Cela montre bien en fait que les emprunts ont pris le dessus par rapport aux capitaux propres. L'endettement est quand même assez important dans cette société. Ensuite, il est demandé de calculer le ratio de liquidité immédiate. Donc, ce que j'ai immédiatement comme trésorerie, ce sont les 3000 de l'actif, divisé par le total des dettes à court terme. On trouve du 0,16%, c'est accablant. On a vraiment très peu de disponibilité par rapport aux dettes à court terme. Maintenant, nous intéressons à la rentabilité financière de l'entreprise, donc la formule résultat net de l'exercice sur capitaux propres. Le résultat net, nous le connaissons, 20 800. Et les capitaux propres, nous avons 412 810. Alors logiquement, il faudrait retirer le résultat de l'exercice. Ici, je ne le fais pas parce que ce résultat a déjà été réparti. Donc dans les 412 810, il y a le résultat qui sera mis en réserve. Les 2000 ont déjà été retirés pour les mettre en dividende, donc dans le court terme. Donc ici, nous trouvons une rentabilité financière de 5,13%. Cela paraît faible, mais je ne peux pas vraiment juger puisque je n'ai pas d'autres données. Donc du coup, je me suis permis de calculer la rentabilité économique. Donc d'abord, je vais calculer le résultat d'exploitation. Donc ici,
On trouve après IS, donc à 28%, 80 820 €, que je divise par les capitaux investis, donc ça veut dire mes capitaux propres plus mes dettes financières, et je trouve 9,1. Donc effectivement, il y a ici un effet de massue. Donc l'endettement a bien plombé la rentabilité de mon entreprise. Nous arrivons à la question 4, c'est vraiment la partie analyse de la situation de la société. Alors, quand vous avez ce genre de questions qui risquent forcément de tomber cette année à l'examen, faites-moi une belle accroche, hein. C'est comme une disserte que vous réalisez, donc une belle accroche, c'est-à-dire une belle présentation de la société, une belle introduction. Donc dans cette introduction, vous rappelez un petit peu de quelle société nous allons parler. Ici, Plastacier, sa situation, sa forme juridique par exemple, le montant de son capital. Donc ça vous fait gagner quelques lignes, mais ça montre au moins que vous avez pris connaissance du sujet, si on peut dire, que vous connaissez la conjoncture de l'entreprise. Ensuite, ici, par exemple, il faut bien analyser bien indiquer que la société évolue dans une conjoncture qui semble assez favorable. Attention, c'est réalisé au mois de mars. Au mois de mars, on est juste avant la pandémie. C'est un sujet qui est vraiment tiré de l'actualité. Donc, votre analyse pourrait changer dans votre conclusion ou dans votre diagnostic. Alors, dans le diagnostic que vous allez réaliser, vous pouvez dire que vous allez faire une analyse financière dynamique parce que vous n'allez pas vous contenter d'une simple lecture du bilan ou du compte de résultat. Vous allez apporter des éléments supplémentaires tels que des ratios, tels que l'équilibre financier que vous avez calculé. Éventuellement, vous pouvez aussi utiliser le bilan fonctionnel si vous avez le temps pour calculer le fonds de roulement, le BFR, voilà, ou d'autres ratios que qui pourraient vous être utiles. Alors, réaliser surtout aussi, c'est une annonce de votre plan. Donc, par exemple ici, tout d'abord, nous réaliserons un constat, puis dans une seconde approche, nous rechercherons des solutions. Donc, je réponds un petit peu à la question qui était posée. Voilà, donc première partie, le constat. Donc, dans la première partie, le constat, vous faites des sous-parties, petit a, petit b. Donc, petit a, je fais un premier tour d'horizon où je vais avancer certains chiffres, par exemple le taux de profitabilité, le BE par rapport au chiffre d'affaires, le niveau des charges de personnel, indiquer que les créances clients ont un niveau important au bilan, mais je ne porte pas vraiment de jugement, ce n'est qu'un constat, et essayer d'apporter quand même 6 ou 7 données. Ensuite, on m'a demandé de calculer le bilan financier, donc ce n'est pas pour rien, donc je me sers du bilan financier pour apporter d'autres constats que je pourrais faire. Voilà. À partir du bilan financier, je peux indiquer qu'il y a quand même des problèmes, donc je prends les ratios que j'ai utilisés tout à l'heure, et je vais venir apporter un jugement. Une fois que ceci est réalisé, je vais apporter des solutions. Donc, grand 2, les solutions crédibles à apporter. C'est pareil, je mets des sous-parties. Les solutions évidentes possibles. Donc, forcément, on va penser, donc on ne l'a pas calculé, mais éventuellement, le calcul du BFR. Quand on voit le montant des créances, forcément, il y a un problème. Donc, les solutions classiques de réduire le niveau du BFR. Autre solution, augmenter les fonds propres. On n'a pas arrêté de dire dans le constat qu'il y avait des difficultés, notamment au niveau d'une insuffisance de fonds propres. Donc, pourquoi pas les augmenter. On peut éventuellement citer aussi augmenter les emprunts. Par contre, comme on a calculé le niveau d'endettement financier, le gearing, je pense que ce serait un peu suicidaire. Donc, vous voyez, il y a une panoplie de solutions que nous pouvons apporter. On pourrait éventuellement aussi essayer de rebondir sur l'actualité en proposant une solution tout à fait originale, c'est-à-dire investir, avoir plus de machines, cette fois-ci par l'intermédiaire d'un contrat de crédit bail, puisqu'on n'a pas les moyens pour acheter de nouvelles IMO, et puis profiter malheureusement de la pandémie pour se lancer dans la production, par exemple, d'hygiaphones. Vous voyez, je rebondis vraiment avec l'actualité. Enfin, je vais proposer une conclusion. Dans ma conclusion, en première partie, je fais un petit résumé de tout ce que j'ai pu dire avant. Donc, je signale que la société est bénéficiaire, mais qu'elle n'a pas une structure financière optimale. Et ensuite, je propose en fait les solutions que je peux apporter, comme par exemple lancer un nouveau produit ou surtout augmenter le niveau du capital. Enfin, je rebondis sur la question suivante où on me propose de faire des budgets. Donc là, je propose justement, comme elle a des problèmes de trésorerie, où elle avait justement un découvert bancaire au dernier bilan, pourquoi ne pas réaliser aussi des budgets prévisionnels de trésorerie? Alors justement pour la question suivante, la question 5, donc un petit texte qui présentait, qui nous indiquait en fait que la société allait se lancer à partir de plexiglas dans la fabrication de visières anti-projection ou de protection de comptoir. Donc elle va vraiment
essayer de surfer sur cette vague de la pandémie et puis de récupérer un marché. Donc forcément, comme elle n'a pas les disponibilités nécessaires, elle va utiliser un contrat de crédit bail. Et la question était de savoir si ce bien que l'on va financer en crédit bail doit apparaître au bilan financier. Alors forcément, ce bien n'a pas à apparaître. Alors vous verrez dans certains livres, des fois ils le mettent. Il n'a pas du tout à apparaître. N'oubliez pas que le bilan financier est d'abord réalisé pour connaître la solvabilité de l'entreprise. Donc on va utiliser le critère de la liquidité, connaître les éléments d'actifs qu'on pourrait éventuellement revendre en cas de difficulté, et puis tout ce que l'on doit, tout ce qui est exigible. Alors, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, en fait, c'est que le bien qui sera en crédit bail, si jamais on avait des difficultés, on ne pourrait pas le revendre. Il ne nous appartient pas. Donc, ce n'est pas un bien de l'actif, donc je ne vais pas le mettre à l'actif de mon bilan financier. Nous recherchons vraiment ici la solvabilité de l'entreprise à partir de son actif net comptable corrigé et de son passif exigible. On n'a pas du tout la même approche que dans un bilan fonctionnel, où là on refait le bilan de l'entreprise en classant l'actif et le passif en différentes, on va dire, fonctions pour calculer le fonds de roulement et le BFR. Et dans ce cas-là, c'est vrai que l'on va retraiter le crédit bail, mais pas dans un bilan financier. Nous arrivons maintenant dans la deuxième partie de ce dossier, le budget de trésorerie de la société Plastacier. Donc on vous donne ici différentes informations, notamment les prévisions des ventes pour le mois de juin, juillet, août, les prévisions des charges. Alors attention au piège, un énorme piège, on réalise un budget de trésorerie, ce qui veut dire que les dotations aux amortissements n'ont pas à figurer. Donc on vous les donne, mais surtout vous pouvez les rayer d'emblée, on ne les utilisera pas. On vous donne ensuite les délais de règlement, que ce soit les clients ou les fournisseurs. Nous retrouvons ensuite les prévisions d'investissement concernant le mois de juillet ainsi que le mode de règlement. La TVA, le taux est d'ailleurs indiqué. Vous retrouvez ensuite des éléments qui figuraient au bilan au 31 mai, puisque l'on va faire les budgets à partir du mois de juin. Je veux savoir ce qui s'était passé juste avant. Et au 31 mai, nous étions à découvert. Voilà. Et puis d'autres éléments qu'il faudra utiliser pour réaliser les budgets de trésorerie sur la période juin, juillet et août. Alors les tableaux n'étaient pas donnés, logiquement vous savez les faire et cela va relativement vite à créer. Pour le dossier, concernant le dossier 2 et la question 6, alors on attendait de vous surtout une réponse logique. Le mot-clé était forcément le mot anticiper. Alors plus vous en mettez forcément, mieux c'est. Après, n'oubliez pas que vous avez un temps à respecter. Vous n'avez que 3 heures pour composer. N'oubliez pas non plus que l'on vous demande, comme chaque année, en fait, d'apporter beaucoup de réflexion, peut-être davantage de réflexion que de calcul. Il faut montrer que vous avez vraiment compris le but de la finance. Ici, pourquoi on réalise des budgets de trésorerie? Parce qu'on veut anticiper l'avenir, savoir quand est-ce qu'on aura éventuellement un découvert pour pouvoir y remédier le plus rapidement possible, ou éventuellement avoir des excédents de trésorerie et pouvoir les placer. Pour la question suivante, je vais commencer par le budget des encaissements. Donc, ça correspond en fait aux entrées d'argent. Quand je fais des ventes, celles-ci vont être payées par le client TTC. Donc, je vais prendre le montant TTC. Premier montant, 1 104 000. On sait que ce montant interviendra en juin, mais 50% seront payés en juin, ce qui fait 576 000 et 50% au mois de juillet. Donc, au mois de juillet, je rajoute 576 000. Je fais pareil pour le mois de juillet, pareil pour le mois d'août. Et je n'oublie pas que dans l'annexe 4, il est indiqué qu'il y avait des créances clients de 134 400. Comme je sais qu'habituellement, les clients me payent toujours 50% comptant, 50% le mois suivant, en fait, ces 134 400 correspondent en fait aux ventes que j'ai réalisées en mai et qui ont été payées à 50% sur le mois suivant, donc ici au mois de juin.
Je m'occupe maintenant du budget de TVA. Vous avez à la page 7 les prévisions des ventes et vous trouvez le montant des ventes et ainsi que la TVA à 20%. Donc pour le mois de juin, nous avons 192 000 de TVA. Il n'y a pas de décalage. Lorsque la facture est établie, il faut déclarer la TVA. Donc je mets la TVA de juin au mois de juin. Je vois aussi les prévisions des investissements. Vous avez une acquisition d'immobilisation pour 22 000 euros et donc la TVA qui correspond pour le mois de juillet de 4 400. Le plus compliqué, la TVA sur ABS. Alors la TVA sur ABS que vous avez en fait ici correspond à deux choses. Elle correspond aux matières premières, fournisseurs de matières premières, et aussi aux charges externes que vous avez ici. Alors attention, ici les montants sont TTC. Il va donc falloir retrouver le montant de la TVA correspondante, sachant qu'il s'agit d'une TVA à 20%. Sur cette capture d'écran, je vous ai remis les prévisions des charges. Donc vous voyez bien qu'on a les achats de matières premières TTC et les charges externes TTC. Comme c'est le même taux de TVA pour les deux, je vais simplement les additionner. Ça me donne 732 000 euros TTC. Ensuite, pour voir le montant hors taxe, je divise par 1,2. J'ai 610 000 euros hors taxe. La différence nous donne la TVA déductible sur ABS que je peux porter au mois de juin. Pour le mois de juillet, je ferai exactement la même chose. 110 400 plus 300 000, je fais le total. Je divise par 1,2, j'obtiens le montant hors taxe. Je fais la différence entre le TTC et l'hors taxe et j'obtiendrai 68 400. Pareil pour le mois d'août. Ensuite, il y avait un report de TVA, un crédit de TVA du mois de mai. Donc, c'est page 7. Vous avez en annexe 4 crédit de TVA de 25 000. Ça veut dire qu'au mois de mai, nous avions un montant négatif de TVA à verser. Donc, c'est l'État qui nous devait de la TVA. Donc, je peux le reporter sur le mois de juin. Donc, venir le déduire de ma TVA collectée. Donc, pour trouver les 45 000, ensuite, j'ai fait 192 000, moins 122 000, moins 25 000. On trouve 45 000 qui seront payables au mois de juillet. Et ainsi de suite pour le mois de juillet et le mois d'août. Concernant le budget des décaissements, donc je commence par les fournisseurs de matières premières. Donc c'est pour un montant TTC. Dans l'énoncé, dans les prévisions des charges, page 7, il est indiqué que les achats de matières premières TTC du mois de juin sont réglés à 30 jours fin de mois. Donc j'ai un décalage d'un mois. Un dernier exemple pour ces décalages de règlement des fournisseurs. Nos fournisseurs, nous les réglons à 30 jours fin de mois, ce qui signifie que si notre fournisseur vient nous livrer la marchandise le 1er juin et reçoit sa facture le 1er juin, en fait, nous avons encore droit à aller jusqu'à la fin du mois de juin et encore droit à 30 jours, ce qui signifiera qu'on paiera le 30 juillet. Inversement, si le fournisseur vient chez nous le 30 juin, nous allons jusqu'à la fin du mois de juin, donc le même jour, nous rajoutons 30 jours, nous nous retrouvons aussi au mois de juillet, donc fin juillet. Donc il y a bien un décalage de paiement au niveau des fournisseurs de 1 mois. Concernant les autres fournisseurs, ces derniers règlent comptant, donc c'est une simple recopie au mois de juin, juillet et août. Les salaires et traitements sont versés le mois où ils sont dus, donc il n'y a pas de difficulté. Les charges sociales le 15 du mois suivant, donc là j'ai un décalage d'un mois. Vous aviez d'ailleurs annexe 4 les charges sociales du mois de mai, donc qui sont payables au mois de juin. Donc vous retrouvez en bas là, du budget des décaissements les charges sociales. On retrouve également des annuités d'emprunt au mois de juillet. Donc là, c'est indiqué pareil dans le tableau de prévision des charges. Vous retrouvez des dividendes à verser au mois de juin. C'est indiqué aussi avec un recopier. Une acquisition d'immobilisation que l'on retrouve dans le budget des prévisions des investissements. Donc je prends le montant TTC pour 26 400. Elle est réglée comptant au mois de juillet. Donc je place au mois de juillet. Un découvert bancaire de 100 000 euros au mois de juin. Vous voyez, ça indique qu'au mois de mai, la trésorerie était très mauvaise. Donc, cela est dû certainement à la pandémie du Covid-19. Donc, dans notre analyse financière, on pourrait la modifier pour venir indiquer que nous avons trouvé ce découvert et que donc l'activité pour le mois de mai était certainement très mauvaise. Des dettes fournisseurs qui se trouvent également à la page 7, c'est marqué dettes fournisseurs de matières premières 43 200. Donc, ce sont des dettes fournisseurs datant du mois de mai payables en juin et la TVA décaissée que nous reportons du tableau précédent que nous avons réalisé. Je termine avec le budget de trésorerie. Donc, je reporte la trésorerie initiale que j'ai trouvée en annexe 4 de la page 7 de l'énoncé, donc moins 7 000.
le budget des encaissements que je reporte, le budget des décaissements. Donc je fais ensuite trésorerie initiale plus les encaissements moins le décaissement et j'ai une trésorerie finale négative. Cette trésorerie finale, je la reporte en trésorerie initiale du mois de juillet. Je reporte les encaissements de juillet et les décaissements. J'obtiens encore une trésorerie finale négative que je reporte au mois d'août. Et ainsi de suite. Par contre, vous voyez bien qu'au mois d'août, enfin, nous avons une trésorerie positive, certes faible. Donc petit à petit, vous pouvez voir que la trésorerie de l'entreprise s'améliore, elle finit même par être positive. Donc dans l'analyse que j'ai réalisée, j'ai bien marqué, au regard du montant des créances clients du mois d'avril, on peut penser que la société a souffert du confinement, ce qui explique le découvert qu'elle a demandé à sa banque. Ce que j'ai déjà expliqué précédemment, j'explique que la trésorerie est négative en juillet, en juin, et qu'elle est positive en août. Voilà, ce qui est un peu dommage parce qu'apparemment la trésorerie s'améliore. Il faut qu'on arrive à passer le cap du mois de juin et juillet. Donc c'est pour ça que la question suivante va nous proposer de trouver des solutions à cette situation difficile au niveau de la trésorerie. Abordons maintenant la dernière question, la question 8. Donc apporter une solution concrète et chiffrée à ce problème de trésorerie. Donc on nous propose dans l'énoncé d'éventuellement passer par un découvert à taux de 6% précompté et une commission de plus fort découvert. Alors le mot précompté peut gêner un petit peu parce qu'en fait c'est un découvert, donc le précompté ça veut dire que les intérêts sont versés avant. Or comment le banquier peut connaître le découvert avant qu'il n'arrive? Toutefois il s'agit de budget de trésorerie, donc c'est de la prévision. Donc on peut imaginer que nous sommes partis voir notre banquier à la fin du mois de mai avec notre budget de trésorerie, nous leur expliquer la situation et il nous a proposé dans ce cas-là un découvert avec un taux précompté. Dans ce cas-là, c'est forcément possible. Alors au niveau du corrigé, donc nous avons un découvert de 167 800 que vous avez ici. Donc ce découvert-là, je négocie avec mon banquier, donc il me propose des intérêts à 6% pendant 30 jours sur 360 jours, donc ça concerne le mois de juin, plus une commission de plus fort découvert de 0,08%. Donc au total, ça me fait un montant de découvert de 168 763. Donc c'est l'argent que le banquier va m'avancer, que je viens placer ici. Face à ça, forcément, donc c'est de l'argent qui rentre, mais j'aurai aussi de l'argent qui va sortir parce que j'ai des intérêts à verser. Donc finalement, j'ai ma trésorerie initiale à laquelle je rajoute mes encaissements moins mes décaissements, plus le découvert autorisé de l'argent qui rentre, moins les intérêts liés au découvert. J'aboutis à une trésorerie 0 que je reporte au mois de juillet. Au mois de juillet, c'est exactement le même situation. Donc là, juillet, ici, vous avez la situation avant rectification. Donc là, on aboutit en fait à ça. On a un nouveau découvert cette fois-ci de 73 923, donc même tarif. Au mois de juin, j'ai négocié avec mon banquier, ou au mois de mai, j'ai déjà prévu le coup. Donc sur ce montant-là, je vais rajouter 31 jours, parce qu'il y a 31 jours au mois de juillet, divisé par 360, fois les 6%, plus la commission de plus fort découvert, ce qui fait que le montant total que le banquier va me financer est de 74 364, que je viens donc placer ici. Ce qui veut dire que j'ai découvert d'un montant de la différence, 74 364 moins le montant de découvert de base. Donc ici, j'aurai des intérêts de 441. J'aboutis à 0, je reporte au mois d'août. Voilà, je complète le mois d'août. Ce qui veut dire que finalement, à la fin, ici, il ne me reste plus que 7236. Donc j'ai un petit peu perdu en trésorerie, c'est logique hein, par rapport à la situation de base où j'avais 8650. Mais la différence porte en fait sur les intérêts liés au découvert du mois de juin et du mois de juillet. Alors il y avait une autre possibilité. J'aurais pu demander à l'État éventuellement de recevoir un prêt garanti par la Banque publique d'investissement, vu que c'est vraiment d'actualité. Donc j'ai un prêt ici sans intérêt, puisqu'on nous verserons, enfin les intérêts, nous devrons les verser seulement un an après. Donc là je suis totalement gagnant et en plus les taux sont vraiment très faibles, bien plus faibles que ce que propose le banquier pour un découvert. Donc finalement au mois de juin ma situation redevient à l'équilibre. Pour le mois de juillet je n'ai plus aucun souci. D'accord, il n'y a plus de montant négatif, donc je suis dans le positif. Et pareil,
pour le mois d'août. Vous voyez, donc d'emblée, j'ai financé mon découvert et tout va très bien par la suite. Parce qu'au mois de juillet, forcément, je n'ai pas de découvert à rembourser, je n'ai plus rien du tout. Donc je suis dans le positif. On m'a financé dès le départ. Autre solution, le nœud CP, le nœud CP. Bon, dans ce cas-là, j'imagine que je vais demander un ECP, alors pas de 150 000 euros, je vais viser un petit peu plus, de 200 000 euros, remboursable par exemple. Donc là, c'est moi qui improvise totalement, mais on vous laisse carte blanche, hein, que je rembourserai dans 60 jours, donc je rembourserai fin août. Je propose 3% d'intérêt, donc c'est pas dans l'énoncé, c'est moi qui propose sur 60 jours. Voilà, vous voyez, j'ai marqué un j'imagine. Ce qui veut dire qu'on me donne en fait 200 000 euros, je rembourse 201 000 euros, et à la fin, quoi qu'il arrive, vous voyez, il me reste encore 7 150 de trésorerie, soit un montant supérieur à celui du découvert. Donc finalement, la solution du découvert, c'est une bonne solution parce que ça nous permet de passer le cap, mais il y avait d'autres solutions comme le prêt garanti par l'État ou alors les fameux nœuds CP. Voilà. Et vous verrez éventuellement qu'il y avait une autre solution. Alors, si le banquier nous accordait des intérêts non pas précomptés, mais post-comptés, dans ce cas-là, il y aura un décalage au niveau des intérêts par rapport au découvert, un décalage de 1 mois, puisqu'il serait versé en fait, le mois suivant. Il serait post-compté. Nous arrivons au troisième dossier, la bourse et emprunt obligataire. Alors, c'était 3 avantages pour une entreprise de s'introduire en bourse. Le premier, c'est surtout le cas de notre société. La société Plastacier a besoin justement de se refinancer. Elle a des capitaux permanents qui sont insuffisants. Donc, pourquoi pas s'introduire en bourse afin de se procurer des capitaux. Cela permettra également d'avoir des nouveaux actionnaires, donc élargir son actionnariat, accroître sa notoriété, se faire un bon petit coup de pub, et permettre aux anciens actionnaires de revendre leurs actions. Voilà, ce sera plus facile pour eux, vu que la société va rentrer en bourse, de trouver des acquéreurs pour leurs actions. Question 10. Conseiller la dirigeante de la société Plastacier sur le choix du marché boursier. Donc, le plus simple serait de prendre Euronext Access, parce que c'est celui qui a le moins de contraintes. Éventuellement Euronext Growth. En revanche, aller sur Euronext, Eurolist, que ce soit le compartiment A, B, C, déjà il y a la contrainte des normes IFRS à appliquer, je préfère pas y aller tout de suite. Donc moi à la place de la société, je choisirais d'abord Euronext Access, c'est bien le titre, hein. Access ça veut dire entrer en bourse, vraiment les premiers pas. Alors Euronext Access, ce n'est pas un marché réglementé. Alors les marchés réglementés, c'est seulement les 3 marchés d'Euronext, Eurolist, A, B et C. Donc c'est un marché qui est, alors c'est pas vraiment un marché organisé, c'est plutôt un marché qui est non organisé. Alors le marché organisé c'est plus Euronext Growth, lui il est non organisé, donc Euronext Access, tout simplement parce qu'il y a, plus vous descendez en fait entre Euronext, Eurolist, Euronext Growth et Euronext Access, moins il y a de règles. Donc moins il y a de règles, on parle en fait d'organisation. Donc c'est un marché qui n'est pas organisé. Toutefois il y a quand même quelques règles à respecter. D'accord, on ne peut pas se présenter comme ça en bourse en faisant n'importe quoi. Vous voyez, j'ai mis les entreprises d'Euronext Access ne sont par exemple pas obligées de publier de... Ici, je vous ai bien mis, les entreprises d'Euronext Access ne sont pas par exemple obligées de publier des comptes trimestriels ou semestriels, seule une publication annuelle étant exigée. Donc moins de contraintes. Je vous ai mis après dans le corrigé, vous verrez un petit récapitulatif des différents marchés d'Euronext. Voilà. Nous arrivons à la question 11. Que pensez-vous des conseils de Monsieur Barbarian? Alors lui, c'est au niveau de l'emprunt obligataire. Il suggère en fait d'aller acquérir des emprunts du crédit agricole, emprunt obligataire. Alors de mémoire, c'était juste ici. Donc vous voyez, c'est un emprunt obligataire qui existe déjà depuis 2014, la date d'émission. Donc c'est un emprunt obligataire qui n'est pas nouveau. Donc comment Monsieur Barbarian peut proposer d'aller acquérir cette obligation sur le marché, où j'ai vu ça, la question, je vois plus, sur le marché primaire, vous voyez, il propose d'aller acquérir sur le marché primaire, or c'est pas possible. Ici, vu que le titre du Crédit Agricole, l'obligation a déjà été émise en 2014, il va falloir venir sur le marché secondaire. Nous arrivons à la question 12, calculer le montant du coupon couru.
en pourcentage ou en valeur, sachant que nous sommes le mardi 12 mai 2020. Alors, le dernier coupon a été versé ici, date d'émission, le 21 février 2014. Cela veut dire que les coupons sont toujours versés au 21 février. Donc, je vous demande d'appliquer une formule qui fonctionne à chaque fois, qui consiste à prendre toujours le dernier jour du mois. Ici, il y avait 29 jours au mois de février. Moins 21, donc c'est la date du dernier coupon. On trouve 8 jours. Plus 31 jours en mars, 30 jours en avril, 12 jours en mai, puisque nous sommes le 12. Cela donne 81 jours. Ensuite, il faut rajouter 3 jours de banque. Alors, pourquoi 3 jours? Parce que nous sommes un mardi. Comme nous sommes un mardi en milieu de semaine, c'est uniquement 3 jours. En revanche, si nous étions par exemple un vendredi, il faudrait rajouter 5 jours de banque. Donc, on trouve 84 jours. Ces 84 jours, je les multiplie par le nominal. Le nominal est de 100. Vous l'avez ici, mais vous le retrouvez également ici. Donc, 100 multiplié par 84, puisqu'il y a 84 jours, divisé par 366, parce que nous sommes une année bissextile et nous passons par le mois de février, fois le taux. Donc, le taux était indiqué ici. Voilà, vous l'aviez aussi ici. Donc, on trouvait 0,70 €. Ou si vous le voulez uniquement en pourcentage, donc je ne mets pas le nominal, on trouvait 0,7%. Sachez que la vraie valeur sur Euronext était vraiment 0,7. C'est un cas réel. Éventuellement, dans le calcul des jours concernant le coupon, du coupon couru, vous auriez pu retirer une journée. En effet, certaines banques retirent une journée au nombre de jours trouvés. Par exemple ici, nous avons 84 jours dans le corrigé. Nous aurions pu retirer une journée et partir sur une base de 83. Comme je vous l'ai expliqué, que ce soit 83 ou 84, on vous mettra les points. Nous ne sommes pas une journée près dans le corrigé. Nous savons très bien qu'il y a plusieurs techniques pour calculer les coupons courus. Pour la question 13, il était demandé d'indiquer le cours au pied du coupon et le cours coupon inclus. Donc le cours au pied du coupon, c'est le cours qui s'affiche quand vous allez sur Euronext. Ici, nous avions 108,52. Si nous voulons le cours avec le coupon inclus, il faut simplement rajouter les 0,7 de coupon couru que nous venons de calculer. Dernier calcul, la question 15. On nous demande de calculer la valeur théorique de l'obligation. Alors pourquoi théorique? Parce qu'on a déjà une valeur de cotation de cette obligation, donc c'est 108,52. On pourrait éventuellement rajouter les intérêts courus, les coupons courus comme nous venons de le faire. Là, on vous demande, voilà, si je veux acheter l'obligation, elle est cotée à ce prix-là, mais est-ce que c'est vraiment sa valeur intrinsèque, sa vraie valeur? Donc je me dis, voilà, je suis au mois de mai. Si j'achète maintenant, l'année prochaine, je vais percevoir un coupon. Donc un coupon qui va me tomber le 21 février 2021. J'en aurai un nouveau en 2022, un nouveau le 21 février 2023, et ainsi de suite jusqu'en 2024. Donc il me reste 4 coupons à percevoir, sachant qu'un coupon c'est 3,03 €, puisque le nominal c'est 100, le taux d'intérêt c'est 3,03%. Donc je vais actualiser en fait une suite d'annuités constantes, 4 annuités pareilles qui vont me tomber donc de 3,03. Donc j'applique la formule, donc le coupon fois l'annuité, et je sais aussi qu'en 2024, l'année du remboursement, on va me rembourser l'obligation, la rembourser au prix de remboursement, donc c'est 101, puisque c'est marqué remboursé à 101% de la valeur nominale, donc 101 € qu'on me donnera, que je percevrai dans 4 ans, donc j'actualise de 4. Et je trouve une valeur de 108,88. Donc actuellement l'obligation elle est cotée à 108,52 alors que sa vraie valeur est 108,88. Donc l'obligation est légèrement sous-cotée. On pourrait également faire le même calcul à partir de la vanne. Vous voyez, j'ai fait mon tableau de liste. Vous allez dans votre calculatrice, vous complétez les listes. Donc la première année, forcément, il y a 0, c'est l'investissement. Donc j'ai acheté cette obligation. Dans un an, elle va m'apporter 3,03. Donc je n'ai pas de retour en année 1, mais en année 2, année 3, année 4 et année 5. J'ai 104, c'est-à-dire le coupon plus le remboursement de l'obligation. Et vous trouvez aussi une vanne de 108,88. Voilà, donc si jamais vous vouliez calculer par exemple le tri, il suffirait simplement de rajouter à la ligne numéro 1 le prix d'achat que vous allez réaliser par rapport à cette obligation.
Je vous demanderai de réaliser le bilan fonctionnel pour la semaine prochaine. Je vous enverrai le corrigé avec calcul du fonds de roulement, du BFR, ainsi que les ratios de crédit client et de délai de paiement des fournisseurs. Merci et au revoir.